Hello, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer dans quelques minutes la conférence sur les mitaines lettoniennes. Donc, installez-vous, allez vous prendre un petit verre de thé. On va être bon dans 4 minutes à peu près, c'est ça? Donc, voilà, installez-vous. Et puis, dans les commentaires, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà, que je sache un petit peu qui est avec nous aujourd'hui, ce soir. Voilà. Et salut Ray, ça va? Hello, ça fait plaisir de savoir que t'es là. Ah ben ouais, mais ça va me faire plaisir de te raconter cette histoire. Ouh, déjà 15 personnes. Qui c'est que j'ai d'autres ici? Ben, écoute, j'aimerais vraiment aussi avoir du rhum. Non, je suis au thé parce que j'ai j'ai pas le courage d'aller à la SAQ. Salut Kat, salut. Salut Charles, hello. Et salut Carole. Ouh, on est 42 maintenant. Et salut tout le monde. Salut Chris, hello. Ah, j'ai vu ton châle Chris, c'est une merveille. Et salut Andréane. Salut Marie, ça fait plaisir de savoir que t'es là. Salut Isabelle. Salut Lucie. Eh, j'ai mes élèves qui sont là, mais quel bonheur. Mais quel bonheur. Vous allez voir, ça va vous donner envie de tricoter du jacquard. Hello, hello. Salut Eliane. Eh, salut Jade, pour la première fois t'es en direct. Eh ben écoute, et on est 50. Eh, Marc, t'es là. Wouh. Eh, j'ai l'impression d'être dans un amphithéâtre avec plein de monde que je connais. Les Camel Calls. Attends, c'est qui? C'est Gabriel? C'est qui c'est qui est là? C'est qui des Camel Calls qui est là? Camel Calls, qui est un super groupe de blues sur lequel on aimait beaucoup danser. Salut Charlène d'Ottawa. Oh wow. Salut Manon, hello. Et dans les Camel Calls, je veux savoir qui c'est qui est là. J'ai toujours envie de tricoter du jacquard, dit Marie. Ben ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Waouh, on est 62 là qui sont là. Et ça fait trop plaisir de vous voir tous ici. Et salut Louise. Et salut France. J'espère que ça va bien, que les petits enfants vont bien aussi. Bon, et les Camel Calls, c'est qui est en ligne? Est-ce que c'est Gabriel? Salut Maryse. Et salut Karine. Wow. Et salut Caroline. Oh, hey. Bon, j'espère que vous allez pouvoir vous verser un verre à ma santé parce que bon, eh ben écoutez, j'avoue que ma bouteille de rhum est terminée. Donc voilà, donc je suis très raisonnable. Je vais être au thé ce soir, à moins que. Eh, salut Jacinthe, hello, hello, hello. Hey, ça a fait super plaisir de vous voir. Et on est 70, coucou. Ça fait vraiment plaisir. Oh là là. C'est Raph le guitariste. Oh. Alors Raph, est-ce que tu t'es mis au tricot? Est-ce que le guitariste des Camel Calls s'est mis au tricot? Waouh, 67, coucou tout le monde. Salut Louise, salut Capucine, salut Martine, un bonjour de Rouyn-Noranda. Ben oui, salut nos Rouyn-Noranda. Alors n'hésitez pas à me dire un petit peu d'où vous venez, que je sache un peu jusqu'où on arrive à se diffuser grâce à Internet. Et 75, on va bientôt commencer. On attend encore peut-être quelques minutes de savoir que tout le monde est là. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois tous les gens que j'aime qui sont là. Oh, et Marc, c'est dommage que tu sois pas là. Juste pour me faire des blagues. Salut Manon de Rodon. Waouh. Rodon, Rouyn-Noranda. Bon, Montréal, ça je sais. Saint-Cyril de Wandover. Ou Donnacona. Waouh. Écoutez, j'apprends des noms de villes que je ne connaissais pas. Ah zut, ok, c'est pas Rouyn-Noranda, c'est Rouyn-Noranda. Ok. Oka, Hull. Ok. Mais Jade, en tout cas, super contente que tu aies pu nous rejoindre en ligne. Coucou de la Malbaie Julie avec un verre de vin et un tricot. 4, je sais que t'es de Montréal.
Bon, écoutez, ben, on va bientôt commencer. On a encore, allez, on va se donner encore une petite minute. Être sûr que tout le monde sera là. Alors, ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez revoir des morceaux de la conférence et tout, elle va être sur notre, sur notre chaîne YouTube. Donc, elle sera toujours disponible, d'accord? Coucou de Forestville sur la côte nord. Salut Daphné. Waouh. Ce qui est formidable, c'est que je me dis que quand on va avoir des gros festivals, comme le festival Twist notamment, eh bien, on va pouvoir se retrouver, se connaître quelque part à travers tout ce qui s'est passé avec cette crise. Quelque part, on se sera connecté, on aura rencontré d'autres tricoteuses. C'est quand même assez fou, hein. Salut Mélina. Salut. Bon, eh bien écoutez, 77, c'est déjà pas mal. On va commencer, d'accord? Donc, pour ceux qui se disent, au fait, elle va parler de quoi? Donc, aujourd'hui, Saint-Roch de l'Achigan de Lanaudière. Salut Lynn! Donc, de quoi je vais parler ce soir? Ce soir, je vais vous parler de la tradition des mitaines lettoniennes. Alors, je vous avoue une chose, à la base, j'ai toujours été très mauvaise en histoire et en géographie. Ma note au bac, donc c'est la fin des études collégiales en France, était de 3 sur 20. Je pense qu'ils m'ont donné 3 pour l'encre que j'avais utilisée. Donc voilà. Donc j'avais beaucoup de mal à m'intéresser à ça jusqu'à ce que je me rende compte que le tricot était infusé dans l'histoire et tout d'un coup, l'histoire est devenue beaucoup plus passionnante et j'espère que je vais vous faire partager vraiment à quel point l'histoire peut être passionnante quand on l'attrape à travers le fil des tricots. Voilà. Salut Myriam. J'ai tricoté mon bolan en même temps. Waouh, si tu arrives à faire la dentelle du bolan en même temps que tu m'écoutes, chapeau, quoi. Julie de Gatineau. Coucou. Donc voilà. Alors, d'abord, évidemment, je vais vous parler de la Lettonie. Parce que la Lettonie, hop, regardez. Hop, je vous ai fait une magnifique carte avec les moyens du bord, puisque confinement oblige, n'est-ce pas? Donc, voici ma magnifique carte. Ça va être très important de comprendre la géographie pour comprendre l'histoire, pour aller ensuite vers le tricot. Donc, salut Manon du Saguenay. Alors, regardez bien. Nous avons la Russie qui est là. Nous avons les pays scandinaves qui sont là, avec la Finlande, la Suède et la Norvège. Nous avons une bonne partie de l'Europe qui est ici, avec la France, l'Allemagne, la Pologne. Et puis, regardez ici, nous avons les 3 pays baltes qui sont au bord de la mer Baltique, l'Estonie, la Lettonie qui nous intéresse aujourd'hui et la Lituanie. Alors, il faut savoir que la Lettonie, c'est le plus petit des pays baltes, mais c'est celui qui a la plus grande capitale, qui est Riga. Donc, vous voyez, notre petite Lettonie ici, un petit peu prise en sandwich entre les 2 autres pays baltes, mais surtout le plus gros sandwich, le plus dangereux quelque part, dont elle a eu à faire pendant toute l'histoire, bah, la Russie. Wow, voilà, la Russie. Et évidemment, la Pologne et l'Allemagne. Et un petit peu les pays scandinaves. Donc, regardez ce qui s'est passé. J'ai demandé aux copains s'ils avaient un jeu d'hypoglouton, un petit peu pour vous expliquer ce qui s'est passé avec l'histoire. Je sais pas si vous vous rappelez les hypogloutons, vous savez, c'est les espèces de petits hippopotames qui mangent les billes, là. Et donc, c'est très intéressant parce que le destin de la Lettonie ressemble beaucoup à un jeu d'hypoglouton. Comme j'avais pas d'hypoglouton, j'ai essayé de me trouver une autre manière de vous imager tout ça. On pense que les premiers Baltes se sont installés sur ce territoire à peu près à moins 3000 avant Jésus-Christ. À partir de moins 800, nous avons 4 tribus qui peuplent la Lettonie. Alors, ça commence, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 1200, c'est l'Allemagne qui s'installe sur le territoire de la Lettonie et l'envahit. Alors, l'Allemagne, c'est l'ordre des chevaliers teutoniques qu'on appelait l'ordre des porte-glaives. C'était des moines qui étaient là pour christianiser les pays baltes. Et donc, ils se sont installés là, pouf,
Et hop, je vais juste aller prendre mes dates, juste voilà. Donc, nous avons l'ordre des chevaliers porte-glaive qui avait le même code que les Templiers et qui décide d'aller christianiser ces pays baltes. D'ailleurs, la Lettonie a été le dernier pays christianisé dans ce coin-là, puisqu'elle a été christianisée au XIIIe siècle. Riga, la capitale de la Lettonie, a d'ailleurs été construite par les Allemands. Voilà. Et donc voilà, donc l'Allemagne s'installe à peu près de 1200 à 1561 après Jésus-Christ, après avoir fait sa job de christianisation et installer la capitale et tout ça. Voilà. Donc en 1561, qui c'est qui arrive? Tadadadana, hop! C'est la Pologne qui récupère la Lettonie. Attendez, je vous ai fait des beaux petits drapeaux, donc il faut, voilà. La Pologne débarque et elle récupère la Lettonie, elle s'installe, elle va y rester jusqu'en 1621. Donc à peu près un siècle, je vous dirais. Au début, elle va prendre deux provinces qui va être Kurzem et Zemgal. Alors attendez, je vous ai fait une autre carte. Et oui, je me suis beaucoup amusée. Donc voilà, là, voilà. Donc ça c'est la carte de la Lettonie. Donc au début, la Pologne, voilà, elle va prendre Kurzem, ici, et Zemgal. Et puis, elle va laisser les deux autres duchés. Excusez-moi, ouais, elle va prendre les deux autres duchés, elle va juste leur donner une certaine indépendance, mais c'est le duché de la Courlande, mais elle va quand même chapeauter le tout. Donc voilà, donc la Pologne s'installe en Lettonie pendant presque un siècle. En 1621, hop, on change de propriétaire, et voilà, vous allez reconnaître le symbole d'IKEA, c'est la Suède qui s'installe en Lettonie. Et voilà, la Suède qui va rester en Lettonie de 1621 à peu près le début du XVIIIe siècle. Et voilà. Ben, je te vois avec tes commentaires. Ok, donc la Suède, elle arrive, elle va conquérir Riga, elle va conquérir la province de Visdem, et elle va les perdre au profit de la Russie. La Russie arrive au début du XVIIIe siècle. Alors hop, je change mon petit drapeau, et voici la Russie qui va attraper notre petite Lettonie, qui va la garder ici. Alors, la Russie, tranquillou, elle va se garder la Lettonie de 1795 à 1920. 1920, qu'est-ce qui arrive? La Russie se dissout et là, pour la première fois depuis un sacré nombre de siècles, la Lettonie devient indépendante. Et voilà, hop, en 1920, hop, nous avons la Lettonie qui enfin déclame son indépendance et récupère sa liberté. Elle va pouvoir en profiter pendant 20 ans. Voilà, donc de 1920 à 1940, la Lettonie appartient aux Lettons. Est-ce que ça va être dans l'examen Céline? Oui, tout à fait, tout le monde va être noté à la fin. Et il y aura des petits drapeaux pour récompenser les plus assidus. Donc 1920-1940, les Lettons sont bien contents, ils ont récupéré l'indépendance de leur pays et malheureusement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS décide que ça serait super bien d'avoir accès aux eaux libres dans des eaux qui ne sont pas prises par les glaces. Et donc, Staline envahit la Lettonie et lui reprend son indépendance. Alors là, ça va être assez terrible parce que Staline, la manière dont il décide de faire un peu cette job-là, ça va être de déporter énormément de Lettons et d'installer des Russes à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Durant la nuit du 14 au 15 juin 1941, nous avons 15 081 Lettons, incluant des enfants, qui vont être exécutés ou déportés. Ils vont être déportés notamment dans des goulags. Donc les goulags,
Je comprenais jamais. Mon père me disait toujours, Céline, si tu fais pas la vaisselle, je t'envoie au goulag. Et donc là, j'ai appris le goulag, c'est un camp de travailleurs bolcheviques. Donc voilà, ils allaient jusque là. Donc on appelle ça l'année des horreurs. Donc ça dure jusqu'en 1941, mais les pauvres lettons n'ont pas terminé puisque l'Allemagne nazie, alors où est-ce que voilà, l'Allemagne nazie arrive. Alors là, je vous ai pas fait le petit aigle et tout ça, mais voilà, l'Allemagne nazie va récupérer la Lettonie en 1941. Jusqu'en 1944. Alors, bon, ça va être, évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Allemagne nazie. Ils vont notamment condamner 90 000 juifs dans la région de Riga, qui vont être exterminés. Donc voilà, l'Allemagne nazie va débarquer et va s'installer là. En 1944, qui c'est qui récupère? Vous avez vu, hein, c'est Hippoglouton, c'est vraiment un jeu de chaises tournantes. Qui c'est qui récupère? J'ai pas le droit de faire de blagues en ce moment. Ok, qui c'est qui récupère en 1944 notre pauvre Lettonie qui envoie de toutes les couleurs? Et voilà, c'est Staline qui récupère la Lettonie en 1944 et continue ses purges à grande échelle et installe une population russe profondément à l'intérieur de la Lettonie. D'ailleurs, en 2018, on pouvait compter 25% de population qui était d'origine russe. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes parlent russe en Lettonie. Donc voilà. Donc en 2018, on se retrouve avec 25% de population russe grâce à Staline. Donc combien de temps est-ce que l'URSS va garder notre petite Lettonie? Eh bien, elle va la garder jusqu'en 1991. Et oui, 1991 pour l'une des premières fois, en fait la deuxième fois, la Lettonie retrouve son indépendance. Et voilà. Alors, elle la proclamera en mai 1990, mais à l'occasion de dissolution de l'URSS, Gorbatchev va la lui accorder le 6 septembre 1991. Alors, une chose que j'ai trouvée assez magnifique, c'est que les mouvements indépendantistes, évidemment, avaient commencé à travailler depuis bien plus longtemps que 1991. Et en 1986, les pays baltes, donc Estonie, Lettonie et Lituanie, se sont joints pour faire un grand mouvement de protestation. Et il y a eu 2 millions de personnes qui ont fait une chaîne humaine de 600 kilomètres pour essayer d'attirer l'attention justement sur ces problèmes d'occupation et pour pouvoir parler de cette indépendance. Donc, une chaîne humaine complètement pacifique. En Lettonie, ça s'est fait d'ailleurs en chantant, puisque c'est un pays qui est extrêmement habité par le monde de la musique, de la chanson. Ils ont un folklore à ce niveau-là qui est énorme. Donc pourquoi est-ce que je vous parle un petit peu de ces chaises tournantes qui partent un petit peu dans tous les sens? Eh bien parce que pour nous, en tant que tricoteuses, on va comprendre que le folklore, que l'art traditionnel, l'art rural va bien sûr être complètement baigné par toutes ces influences polonaises, allemandes, suédoises, scandinaves, russes. C'est un vaste bassin d'histoire qui a permis quelque part d'enrichir, c'est le bon côté des très 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 mauvais côtés, d'enrichir cette culture. Mais 1991, évidemment, les Lettons se demandent un petit peu, mais elle est où notre identité, notre spécificité en tant que Lettons? Puisque c'est un petit peu, je vous dirais, une crise identitaire avec autant de pays qui vous passent par-dessus. Tricot Power, ciboulette, André, je ne la comprends pas. Ok, donc évidemment, un petit peu une crise identitaire, une recherche culturelle, une recherche pour savoir un petit peu, mais qui on est, c'est quoi notre spécificité? Dès 1885, nous avons un homme qui s'appelle Christian Baron, qui s'intéresse à ce qu'on appelle les dainas. Les dainas, ce sont les chansons folkloriques. Donc, il a été cherché dans l'art populaire. Il a été cherché, collecté, catalogué pendant 35 ans
les chansons populaires. Et il en a récupéré, attendez, 36 000. Et oui, en 35 ans, il a récupéré 36 000 chansons folkloriques. Il a été chercher dans l'art populaire une âme lettonienne. Et ce qui est intéressant, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de chansons alors que je suis venue écouter une conférence sur le tricot? Eh bien parce que dans ces chansons, c'était toute la vie des paysans qui était décrite. Donc, on retrouve énormément justement de ces traditions qui passent par là. Et à travers ce catalogue, à travers ces 36 000 dainas, énormément de recherches sur la culture populaire est faite en se basant sur ce catalogue. Donc, elles sont très importantes et même, je ne vais pas vous les chanter, mais je vais vous... oui, mon laiton a quelques ratés ces derniers temps, mais je vais vous en parler, je vais vous en dire quelques-uns. Voilà. Bon, on va venir au tricot parce que quelque part, j'imagine que la plupart d'entre vous, n'est-ce pas, nous sommes des tricoteuses. Donc, le tricot, le tricot, il arrive quand en Lettonie? D'après mes sources, il remonte au XVe siècle. Je ne sais pas à quel point elles peuvent être fiables ou pas, dans le sens où en Estonie, les premiers artefacts de tricot remontent au XIIIe siècle. Donc c'est un petit peu difficile à remonter ou à donner une date exacte, je pense. Mais on va dire XVe siècle arrive le tricot en Lettonie. Durant le XVIIe et le XIXe siècle, on va voir des broderies, des symboles qui vont arriver, qui vont décorer les tricots, qui vont décorer les textiles. Alors, la Lettonie, si vous regardez sur, je ne sais pas, une agence de voyage, quelque chose de tourisme, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est un pays de nature, c'est un énorme pays de nature et c'est un pays aussi de côtes tout au long de la mer Baltique, absolument magnifique. Donc une population extrêmement rurale. Et avant la christianisation, puisque ça a été un des derniers pays christianisés au XIIIe siècle, c'était une religion chamanique. Donc, avec la lumière comme ça fait très chamanique. Donc, c'était une religion chamanique. C'était la religion du bois. Donc, nous avions énormément de symboles que l'on peut retracer jusqu'en Mongolie et qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les pays scandinaves. Donc, une déification de la nature, parce que les Lettons ont un rapport avec la nature qui est extrêmement profond. Ils ont un code éthique pour les interactions sociales, mais aussi pour les interactions avec la nature. La nature est extrêmement importante. Le chaman, à la base, était le pivot de cette relation entre l'homme et la nature. Donc, les symboles qu'on va retrouver dans l'art textile, ça va être des symboles païens. Et ça, c'est très intéressant parce que actuellement, la nouvelle Lettonie, eh bien, les jeunes essayent de se rapprocher de cette religion du bois et de chercher, de se retrouver là-dedans. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà, donc nous allons retrouver dans la symbolique des mitaines lettoniennes énormément de symboles très anciens. Alors, quand je vous parle de symboles très anciens, ne faites pas un saut, je vais vous parler notamment de la svastika. Alors, la svastika, et oui, c'est ça, la croix gammée aussi, mais à la base, avant que Hitler ne la récupère, c'était un symbole extrêmement ancien qu'on pouvait retrouver en Chine, en Inde, au Japon, partout. C'était un symbole de force, un symbole de virilité. On offrait et on offre encore ces mitaines avec ce symbole-là, notamment aux hommes pour parler de force, de virilité. Là-bas, ils se les font tatouer justement avec ce symbole-là. Donc, ça va être très présent. Alors, je vais prendre mon très beau livre d'où j'ai tiré la plupart de ma conférence pour vous parler des autres symboles parce que c'est intéressant. Si vous avez envie de faire des mitaines lettoniennes ou que vous allez à Riga, moi c'est un de mes rêves parce que depuis que j'ai fait cette conférence et que j'ai découvert la capitale, ça a l'air d'être absolument merveilleux puisque cette capitale se retrouve avec une architecture et des influences qui viennent d'un peu partout. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Donc, en plus de la svastika, nous avons le symbole de l'adère. Alors, l'adère, voilà, c'est ça. Alors, ce symbole-là, je vais vous en parler parce que je le trouve
très amusant. Donc voilà, ce symbole-là, c'est le symbole du serpent. On se rappelle un petit peu dans la Bible ce qui s'est passé avec le serpent, c'est l'élément déclencheur pas très sympa qui parle à Ève et puis voilà, ça fout tout le bordel. Ok. Eh bien, dans la religion païenne, en Lettonie, le symbole du serpent, c'est un symbole féminin et c'est un symbole de sagesse. Donc, si vous allez le retrouver, vous le retrouverez dans des mitaines qui sont faites pour les femmes pour parler de notre sagesse. Et oui, Ben, c'est le moment de faire une blague. Donc voilà, nous avons donc l'Ader que vous allez le retrouver. Nous avons aussi Yumis. Alors Yumis, je sais pas si ça se prononce comme ça, d'accord? Donc si j'ai des gens avec avec des origines lettonnes, n'hésitez pas à me corriger. Donc Yumis, vous voyez, c'est ce petit symbole-là. Voilà. C'est un symbole de fertilité, un symbole de fécondité. En fait, c'est deux tiges de céréales qui ploient avec le poids des grains. Donc évidemment, on retrouve une symbolique qui est énormément liée au monde rural. Hein. Donc voilà, donc on a Yumis, on a, alors celle-là, vous allez tellement la retrouver dans les mitaines scandinaves, on a Mara. Donc Mara, voilà, Mara, c'est la déesse de l'eau, c'est la déesse des troupeaux. Donc voilà, le petit symbole qui est là, voilà, un symbole très fréquent dans les mitaines lettoniennes. Donc c'est une déesse qu'on va retrouver notamment au début et à la fin de la vie, à la naissance et à la mort, voilà. Et puis Laïma, oh oui, celle-là c'est pareil, on va énormément la retrouver. Je vais pas toutes vous en parler, mais Laïma, elle est là. Donc Laïma, elle représente le destin, la bonne fortune. Donc quand on les mettait sur les mitaines, quelque part c'était un symbole de protection, un symbole de protection, de bons souhaits, d'accord. Une autre très importante évidemment et qu'on va retrouver partout dans les traditions scandinaves, eh bien c'est l'étoile du matin. Encore une fois, hein, on voit des espèces de criss-cross avec la christianisation et pourtant des symboles qui étaient là bien avant. Donc l'étoile du matin. Alors l'étoile du matin, donc là c'est brièvement décrit, mais vous allez souvent la retrouver cette étoile, hein, cette espèce de flocon de neige, on a l'impression que c'est un flocon de neige dans les mitaines scandinaves, d'accord? Donc, elle va avoir une importance extrême. Elle va avoir vraiment, elle est très répandue. Donc le nombre de symboles est vraiment très important. Donc je ne vais pas tous vous les décrire, notamment parce que je les connais pas tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, quand vous faisiez une mitaine parce que vous aviez envie de donner un gage de respect, un gage d'amitié, d'affectivité ou d'amour, et en y mettant des symboles, vous alliez vraiment y intégrer quelque part un peu de magie. Hein, enfin, moi je le vois comme ça, en tout cas, il y avait des souhaits qui s'ancraient à l'intérieur. En plus, comme c'est une population rurale, chaque petite région, chaque village a des designs, a des couleurs qui lui sont propres, et ça permettait un petit peu de savoir, non pas d'où vous veniez, mais de savoir que vous ne veniez pas de là. Ça, c'était clair que vous n'étiez pas un étranger, car on ne savait pas trop qui étaient les autres, mais si vous arriviez avec des mitaines, avec des designs différents, c'était clair que vous ne faisiez pas partie de là et vous étiez un étranger, ce qui pouvait être très intéressant. Toutes les innovations, toutes les découvertes prenaient des années, ne serait-ce que de bouger de quelques kilomètres, parce que on ne voyageait qu'à l'occasion des mariages. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu du design. Qu'est-ce qui fait qu'une mitaine lettonienne n'est pas une mitaine norvégienne, par exemple? Alors, je n'ai pas eu le temps de vous faire une mitaine lettonienne complète. Mais regardez, je vous ai fait une petite mitaine lettonienne, histoire de vous en parler un petit peu. Alors, la mitaine lettonienne, ses petites spécificités, elle est pointue comme ça, une petite tête de serpent. Donc, elle n'a pas le côté rond qu'on voit dans beaucoup de mitaines. Elle va vraiment avoir ce petit côté pointu. Elle va avoir un pouce, et oui, écoutez, j'ai même fait le pouce. Elle va avoir un pouce qui ne va pas avoir de gousset. Donc,
on installe un fil auxiliaire au moment de les tricoter. Ben, cette mitaine me fait comme un gond. Ok, donc on va simplement au niveau du pouce, on va tricoter quelques mailles avec un fil auxiliaire. Quand la mitaine va être terminée, on va enlever le fil auxiliaire, on va remettre les mailles sur les aiguilles qui vont être nues en haut et en bas et on va faire notre petit pouce. On va aussi toujours avoir un motif central qui va diminuer au fur et à mesure avec le centre, donc il sera toujours très centré. Nous allons souvent retrouver cette petite tresse, moi je l'ai appelée la tresse baltique parce que on l'appelle la tresse lituanienne, la tresse estonienne, la tresse, bon bref, mais on la retrouve un peu partout. Donc cette petite tresse, je vais vous la remontrer à d'autres endroits. Là, je vais vous la montrer, voilà, sur cette autre petite mitaine. Voilà, un peu plus grande, mais que je n'ai pas terminée, évidemment. Voilà, donc les petites tresses comme ça, très typiques aussi de ce travail-là. Ça va être des travaux qui vont être extrêmement colorés. Je vais vous montrer quelques images. Chaque province ayant des belles spécificités, mais voilà, regardez. Alors, si vous voulez vous y mettre, sachez que les mitaines traditionnelles sont faites sur des aiguilles à peu près de 1,5 mm. Eh oui, oh, regardez ça comme c'est beau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut vraiment voir que certaines provinces vont avoir des grosses influences de leurs voisins dès qu'on voit par exemple des motifs très fleuris. Donc chaque province avait quand même un type de design et un type de couleur qui lui était extrêmement personnel, d'accord? Voilà. Alors, si jamais vous avez envie de vous les tricoter, évidemment, sur Ravelry, vous trouverez quelques patrons. Vous voyez la symétrie, vous voyez aussi la richesse des couleurs, le travail. Donc, voilà, je vous montre le livre d'ailleurs, Latvian Mittens de Lisbeth Upitis. Donc, c'est le livre que j'ai utilisé pour le noyau central, en tout cas, de la conférence. Je vous le recommande, de Schoolhouse Press, en anglais évidemment, et avec un tas de chartes. Alors, les chartes, je les ai trouvées un petit peu petites. Je vous avoue qu'elles mériteraient d'être photographiées et énormément agrandies. Mais vous avez des chartes, et puis vous avez tout un chapitre sur les techniques pour commencer, pour faire les tresses, pour monter, etc. Donc, un livre très intéressant, vraiment très, très intéressant. Je vous parlerai d'un autre après. Donc, voilà pour ça, pour les designs. Maintenant, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, Sophie, ce serait merveilleux d'avoir un tutoriel, elles sont magnifiques. Oui, alors, je suis d'accord avec toi, Sophie, je vais répondre à cette question-là. Alors, il faut savoir que si vous avez envie de faire notamment la tresse lituanienne ou baltique, j'ai fait un tutoriel, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube. Benoît nous a posté ça aujourd'hui même. Donc, il est présent. J'ai fait un blog, un post dans le blog. Je vous en parle à la fin, d'accord? Donc, il y aura ça. Après, le tutoriel, ça va être du jacquard, d'accord? Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler sur Facebook. Je donne beaucoup de cours. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire, ce qui peut vous intéresser. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, attendez, je vais me boire une petit verre. Bon, alors, cette mitaine. Alors, vous avez vu le travail. Vous avez vu les couleurs, vous avez vu, c'est merveilleux, c'est superbe. Donc, à quoi elles servaient ces mitaines? On parle quelque part de mitaines honoraires, parce que vous n'alliez pas les porter pour partir dans le bois et couper le bois, d'accord? Évidemment, là, c'était des mitaines qui étaient faites avec des laines un peu plus grosses, un peu plus brutes. Donc, en fait, cette mitaine-là, elle avait un rôle social extrêmement important. Les jeunes filles, depuis leur plus jeune âge, se préparaient en tricotant ces mitaines à leur futur de femme. Alors, ça me fait quelque chose quand je pense à ce qui va se passer, excusez-moi.
Donc, on attache sa tuque, comme on dit, on accroche ses mitaines, car mes amis les tricoteuses, nous allons avoir des sueurs froides pour la suite et la fin de mon histoire. Donc, sous un certain aspect, une jeune femme montrait qu'elle était bonne à marier grâce au tricot qu'elle faisait, à travers la qualité, mais aussi à travers la quantité de mitaines qu'elle avait tricotées. Elle commençait à apprendre à tricoter à partir de 4 à 6 ans et déjà, elle se mettait à confectionner sa dot. Et oui, chaque jeune femme avait comme un coffre de dot qu'elle allait remplir avec des chaussettes, des châles et des mitaines. Souvent, elle tricotait en surveillant les troupeaux, en faisant les tâches habituelles qui leur permettaient d'avoir les mains libres. Ben, Catherine est bonne à marier. Oui, mais elle est prise là, je crois, non? Donc, quand les hommes se mettaient en quête de leur douce moitié, les demoiselles les séduisaient en présentant leurs plus belles mitaines, mouchoirs brodés ou chaussettes. Donc, écoutez, voilà, voilà, je suis presque bonne à marier. Il faut juste que je la termine, ok? Donc, comme le dit le Daina, donc comme je vous dis, je ne vais pas le chanter, je vais juste vous le dire en anglais et je vous fais une petite traduction. Pretty knitter is that maiden, she will be my loved bride. I will give her my hand manly and to her my ring of gold. Oui, je sais, j'ai un très très bel accent français quand je dis de l'anglais. Donc, je l'ai traduit à peu près par « Quelle jolie tricoteuse est cette demoiselle! Elle sera ma douce fiancée, je lui donnerai ma main et lui passerai mon anneau d'or. » Ou, par contre, à l'opposé, « Dear, dear maiden, what a mitten! Hands are freezing! Have you knitted those cold mittens sitting on a freezing stone? » Donc, ça donnerait quelque chose comme « Chère demoiselle, mais quelle mitaine! Mes mains sont en train de geler. As-tu tricoté des froides mitaines, les fesses sur une pierre gelée ?» Bon, quand les fiançailles étaient entendues, le couple portait un toast et la demoiselle offrait des mitaines et des chaussettes à son prétendant. Et de un contrat de mariage était rédigé entre les deux familles. Un coffre de dot bien rempli diminuait de manière significative le nombre de bêtes nécessaires pour compléter l'arrangement. Et oui, la dot, on n'oublie pas, hein, c'est un petit peu achète ma fille, ma fille, non. Hein, on lui devait donner quelque chose parce que la fille se déplaçait, donc quelque part elle devait acheter sa place de femme. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué cette histoire de dot. Donc voilà, donc si elle voulait se marier, il valait mieux qu'elle ait beaucoup de mitaines ou pas mal de vaches et de chèvres et de moutons. Donc voilà, donc un coffre de dot qui était bien rempli, ça signifiait qu'on avait moins à donner de bêtes pour la dot. Souvent, beaucoup de femmes de la famille allaient contribuer à remplir ce fichu coffre. Les bans de fiançailles sont donc publiés et la fiancée offre une paire de mitaines à l'employé qui va publier les bans. La bière, le fromage et le pain sont préparés en vue de l'événement, sachant que la célébration va durer entre 3 et 4 jours. Avant le début de la cérémonie, un bread father et une bread mother, donc comme père de pain, mère de pain, amenaient de la nourriture à la maison du fiancé et à celle de la mariée. Évidemment, la mariée allait les régaler chacun d'une paire de mitaines. À l'église, chacun des mariés avait un couple qui agissait comme parrain. Et hop, une paire de mitaines pour chaque personne du couple. Ben, content que Catherine vient avec des mitaines et non un troupeau de chèvres. Le chauffeur de l'attelage des mariés se voyait aussi offrir une paire de mitaines qu'il installait sur son chapeau. Chacun des mariés portait des mitaines aussi, que la mariée avait tricotées, appelées brasses, en symbole de longue vie et du lien qui les unissait. Après la cérémonie de mariage, tout le monde retournait à la maison de la mariée pour conclure le contrat de mariage à travers un festin. À ce repas symbolique, les deux mariés mangeaient en gardant leurs deux mains emmitanées. Donc, j'ai essayé, et bien je vous promets que pour manger du pain, c'est
pas très agréable. Et pour tenir une tasse, vous avez intérêt à faire très attention. Excusez-moi, je vois les commentaires. Bref. Donc voilà, donc les deux continuent à manger le repas en brisant le pain, etc. Avec leurs deux mains qui doivent garder les mitaines. Et oui, ils sont donc emmitainés, Ben, tout à fait. Avec des manifestations joyeuses, le coffre de dot est ensuite porté jusqu'à la maison du marié. Et oui, c'est un petit peu c'est un petit peu le coffre magique qui va être ouvert et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous dis pas, si vous avez raté vos tricots ou s'il n'y a que, comme moi, la moitié d'une mitaine et une chaussette sur deux, c'est un petit peu la honte avec un étalage public. Bref. Donc, le coffre de la mariée est ensuite emporté jusqu'à la maison du marié. Et dans la maison, qui est désormais la sienne, le coffre est ouvert et son contenu est distribué jusqu'à ce qu'il soit vide. Donc, la jeune fiancée a travaillé toute sa vie pour ce moment. La belle-mère reçoit évidemment les plus belles pièces, puis le reste de la famille et des amis prennent les pièces au fur et à mesure selon les liens les plus proches. Alors, est-ce que c'est toujours de gaieté de cœur que notre tricoteuse donne et partage le fruit d'années et d'années et d'années de travail? Alors, il y a un petit Daina, donc cette petite chanson folklorique qui en parle et qui dit « To my mother was I thankful. A man she found without a mother, without brothers, need no socks, need no mittens, need no brightly colored shawl. » Donc je dirais, je suis vraiment reconnaissante à ma mère parce qu'elle m'a trouvé un homme qui avait pas de maman, qui avait pas de frère. Comme ça, il avait ni besoin de chaussettes, ni besoin de mitaines, et il n'avait pas besoin de châle coloré. Bon, une fois que le coffre est complètement vide, les invités le remplissent heureusement avec de l'argent, avec des cadeaux, pour aider le couple en fait à commencer sa nouvelle vie. Et on pense que les traditions disent que à peu près il fallait accrochez-vous les amis, entre 100 et 200 paires de mitaines pour pouvoir célébrer son mariage correctement. Alors les amis tricoteuses, réfléchissez, 100 à 200 paires de mitaines, aiguille 1,5 mm avec 2, 3 ou 4 couleurs. La laine qui était utilisée, Mélina, très bonne question. C'était forcément de la laine puisqu'il fallait que ça feutre un peu à l'intérieur parce qu'il fallait que ça soit chaud. C'était un single ply, donc un brin ou 2 brins uniquement. C'était vraiment, c'était toujours évidemment vraiment 100% laine. On voulait que l'intérieur feutre vraiment pour l'isolation, une isolation maximum. Le fait que c'était un jacquard à 2, 3 ou 4 fils permettait évidemment de doubler l'épaisseur à l'intérieur. C'était des mitaines extrêmement chaudes, donc vraiment nécessaires puisque la Lettonie est un pays qui est très très humide, avec des hivers pas si froids quelque part, on parle de -5 à -10, mais extrêmement humide par contre. Moi je me rappelle de ce petit adage en tant que tricoteuse d'ici qui dit « Never knit a sweater before the ring ». Donc ne jamais tricoter un pull à qui que ce soit avant d'avoir l'anneau de mariage, voilà. Alors, Chris, elles avaient combien de temps pour faire ça? Mais écoute, si elle commence à 6 ans et qu'elle se marie vers 18-19 ans, ça fait 13 ans. 13 ans pour faire ces mitaines-là. Et ne pas oublier quand même que... Excuse-moi, est-ce que je vois les commentaires en même temps? À 200 mitaines, dit Ben, tu binge-watch l'ensemble de Netflix. Oui, tout à fait. Mais il faut pas oublier, voilà, que toutes les femmes de la famille participaient, d'accord? Donc les grands-mères, les tantes, etc. Participaient aussi. Je vais continuer un petit peu aussi avec les spécificités. Comme disait Mélina, c'est quoi la laine? Donc c'était des laines absolument naturelles, donc un seul pli ou 2 plis. Les teintures à la base étaient végétales. On avait le bleu de l'indigo, on avait des verts et des jaunes, on avait des rouges. Donc on avait quand
même une très 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 belle palette de couleurs et qui a survécu vraiment à travers les temps. Manon, elle a compté, ça fait 10 paires par année. Hein. Et il faut pas oublier qu'en plus de ça, il y avait les pulls à faire, il y avait les chaussettes, hein, parce que il y a pas que les mains dans le corps, il y avait les tuques et il y avait les pulls. Donc, Joanne, jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, tout à fait, ça fait beaucoup. Donc quelque part, voilà, il faut imaginer que ces mitaines, c'était vraiment votre dot de mariage. Ça montrait à quel point vous étiez talentueuse. Ça montrait aussi que vous étiez rigoureuse, que vous aviez de la patience, que vous, bon, voilà, c'était une preuve, c'était une sorte d'image de vous-même, de votre intérieur qui passait à travers ça. Donc très intéressant. Donc voilà. Maintenant, de quoi je vais terminer plus ou moins. Alors, je vous ai montré ce livre-là, donc c'est celui que j'ai utilisé, Latvian Mittens de Lisbeth Upitis, qui est une Américaine qui a marié un homme de Lettonie et qui s'est passionné pour ça, qui a appris la langue et qui a été vraiment recherché énormément de documents là-dedans. Donc très intéressant. Si vous avez envie d'aller encore plus à fond, j'ai pas réussi à avoir mon livre parce que c'est livré par Amazon, donc il n'est pas encore arrivé, mais je vous recommande Mittens of Latvia. Donc c'est un énorme livre, je pense c'est plus combien, il y a genre 400 pages, enfin c'est Mittens of Latvia, il est dans les commentaires, vous pourrez aller voir le lien, donc Mittens of Latvia de Maruta Grassman. Donc il y a à peu près 148 designs traditionnels qui ont été mis dans ce livre-là et qui ont été directement recherchés dans les archives du musée d'histoire nationale de la Lettonie à Riga. Donc très très intéressant. Vous pouvez notamment voir quelques interviews de Maruta en allant sur Facebook. J'ai trouvé, quand vous tapez Latvian Mittens, il y a un groupe, vous pouvez aller chercher là. 433 pages, me dit Ben. Donc voilà, c'est vraiment un gros morceau. Moi je l'attends, il m'a coûté 150 $ quand même. Mais il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de patrons, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, si l'histoire, vous avez eu assez avec la conférence, et alors que j'ai à peine, je vous dirais, effleuré tout ce qui s'est passé, mais vous avez envie un petit peu d'attaquer de la mitaine. Voilà, alors, je vais vous montrer une, alors c'est pas typiquement lettonien, mais on va retrouver quand même pas mal d'éléments. C'est celle que j'ai commencé. Donc ça, c'est un patron gratuit, c'est les Spring Mittens de Amanda Sund. Donc vous allez évidemment les retrouver sur Ravelry. J'ai rajouté personnellement la petite tresse lettonienne et un petit point de dancha. Sinon c'est juste des côtes. Donc en allant regarder le tutoriel que j'ai fait, vous saurez le rajouter si vous avez envie. Voilà. J'ai utilisé de la mérinos de Knitting for Olive, qui est assez fin pour pouvoir travailler avec ça, et le beau jaune de bleu poussière, voilà, pour donner un petit punch. Donc, ça, je vous conseille aussi, alors je les ai pas parce que je les ai pas faites, les Trondheim Mittens, donc Trondheim. Ben va vous les mettre en commentaire, de Sophia Kemborn. Je les ai trouvées très très belles. On va retrouver pas mal d'éléments. Encore une fois, sur Ravelry, de toute façon, si vous tapez Latvian Mittens, vous allez en trouver pas mal. Vous allez aussi tomber sur Hobbywool, qui offre des kits pour faire des mitaines traditionnelles avec la laine, etc. Donc de la laine de Finlande, je pense, sur des aiguilles 1,5 mm. Donc, si vous voulez y aller vraiment, ça peut être aussi très intéressant. Vous allez avoir les liens dans Ravelry. Ensuite, moi je me suis amusée parce que l'histoire m'a passionnée, donc j'ai fait ma propre interprétation des mitaines lettoniennes. Alors c'est très personnel. Voilà, moi j'ai fait les mitaines samouraï. Vous pouvez aller voir, j'ai fait un post pour vous raconter un petit peu mon inspiration et comment je suis partie là-dessus. Donc les mitaines samouraï, je les ai fait avec de la grosse laine, c'est la Casa. J'ai fait 2 tresses baltique en bas, et puis après voilà, regardez, j'ai fait un beau petit motif complètement géométrique, et puis ce petit pouce sans gousset que vous voyez là. Donc ça, Ben aussi va vous le mettre, c'est un patron et on a fait un kit à la maison tricotée. Donc si vous voulez vous lancer,
N'hésitez pas. Puis là, c'est de la grosse laine. Elles se sont faites. Enfin, moi, j'en faisais une par jour, étant donné que je les ai recommencées une sacrée paire de fois avant d'être contente du résultat. Donc voilà, grosse laine, 4 mm. Donc vous avez le kit sur le site en ligne de la Maison Tricotée. Si vous voulez nous donner, nous supporter et puis faire en sorte qu'on puisse continuer à vous faire des belles conférences, des beaux cours et tout, encouragez-nous. Tout est là. Ben vous a marqué le kit, je pense qu'il est à 22,50 $ pour toute la laine et le patron. Voilà tous les amis. Ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez un jour par jour? Une par jour. Tu cherches un mari? Non, ça va. Non, ça va. Merci Ben. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires, les amis? J'attends vos coucous. Marie, merci Céline. Mais écoute, merci d'avoir été là, Marie. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir vous partager l'histoire du tricot, qui est quelque part notre histoire à nous en tant que tricoteuses. En s'insérant dans cette tradition, nous nous relions en fait à un passé, nous nous relions à des choses vraiment passionnantes. Merci. Coucou Zoé. Salut Lydia. Ok, salut. Pourrais-tu nous mettre un article sur ton blog sur tes livres de tricot préférés? De voir des... Ça donne une idée de cadeau Noël. J'en prendrai tous les soirs un peu plus d'informations. Merci vraiment. Ok, très bon, merci. Écoutez, merci beaucoup. Oui, c'est une bonne idée. Je pourrais tout à fait vous mettre une bibliographie de mes livres que j'utilise pour mes conférences. Je vais vous faire ça. Oui, c'est une très bonne idée. Ok, je vais essayer de travailler là-dessus sur mon blog et vous mettre un petit peu un combo des livres de tricot historique que j'ai trouvé absolument passionnant. Je vais en tricoter pour mes petites filles. Ok. Alors, parfait. Est-ce que Ben vous demande, est-ce que 20 heures, c'est une bonne heure pour vous pour des conférences historiques comme ça? Très intéressant. Mais est-ce qu'on peut se lancer sans un cours? Je n'ai jamais fait de jacquard. Carole, non. Non. Le jacquard, c'est quand même assez complexe. C'est pourtant du jersey, mais ça demande des petites choses à apprendre. Je sais que tu suis, je pense, tu suis mon cours de châle. Ok. J'ai un cours gratuit en ligne où je fais faire des carrés de couverture. On va bientôt faire des carrés de jacquard. Je vais en parler. Mais je pourrais faire un petit post, une petite vidéo si vous voulez sur le jacquard. Chris disait oui, super, c'est le fun, c'est une bonne heure. Ok, mes enfants font dodo. Ok, c'est super. Mais écoutez, ok, je vous remercie d'avoir été là. Ça a été vraiment un super plaisir de pouvoir vous partager ces histoires qui sont notre histoire, qui sont notre héritage en tant que tricoteuse. C'est en connaissant tout ça que nous puisons quelque part des inspirations, des nouvelles techniques, que nous nous enrichissons en fait. Donc c'est vraiment très important. Véronique, cours de châle, quand? Écoute Véronique, il suffit d'aller sur notre Facebook, tu verras, là on l'a terminé, mais toutes les vidéos sont en ligne et elles peuvent aller on peut aller les revoir. Donc tu regardes, c'est simplement cours de châle sur le Facebook de la Maison Tricotée et tu as toutes les vidéos. Donc voilà. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, moi, je vais travailler sur la prochaine conférence. À bientôt. Prenez soin de vous.